Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'un des concepts les plus fondamentaux de la biologie, l'évolution. On peut se demander comment la vie, au fil du temps, a pu donner naissance à une diversité aussi incroyable, des plus petites bactéries jusqu'aux baleines. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer. Allez, pour commencer, une question qui a l'air un peu folle. Regardez bien cette image. Ce n'est pas un serpent, c'est une chenille du genre Himéroplanès. Quand elle se sent menacée, hop, elle se gonfle et elle imite à la perfection une tête de vipère pour effrayer ses prédateurs. C'est une adaptation absolument bluffante, pas vrai? La vraie question c'est, mais comment un truc pareil a-t-il bien pu apparaître au cours de l'évolution? Pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'il y a deux grands moteurs qui font avancer l'évolution. On va d'abord s'intéresser à la sélection naturelle. C'est quand l'environnement, en quelque sorte, choisit les individus les mieux adaptés. Et puis on verra la dérive génétique, où là c'est plutôt le hasard qui s'en mêle. C'est en comprenant comment ces deux forces fonctionnent ensemble qu'on peut expliquer comment la vie change et se diversifie. Commençons donc par le premier moteur, le plus célèbre, la sélection naturelle. Et pour bien saisir le mécanisme, on va prendre un exemple classique, un cas d'école que les scientifiques étudient depuis des décennies, la phalène du bouleau. Alors, la sélection naturelle, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le principe est assez logique. Dans n'importe quelle population, les individus qui possèdent des caractéristiques qui leur donnent un avantage dans leur milieu de vie, que ce soit pour mieux se cacher, mieux se nourrir ou se reproduire, eh bien, ils ont tout simplement plus de chances de survivre et donc de laisser des descendants qui leur ressemblent. Les mots-clés à retenir, c'est vraiment ça, survie et reproduction. Revenons à nos phalènes. Il faut savoir qu'il en existe deux formes, une claire et une sombre. Regardez bien, c'est très visuel. Sur un tronc de bouleau clair, la phalène claire est presque invisible pour un oiseau qui passe par là. Par contre, la sombre, elle, se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais si on change complètement de décor et qu'on se retrouve sur un arbre dont le tronc a été noirci par la pollution industrielle, eh bien la situation s'inverse totalement. C'est la phalène sombre qui devient visible. Et attention, ça, ce n'est pas juste une supposition. En 1956, un scientifique, Kettlewell, a mesuré ça très précisément. Regardez les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. En zone polluée, 74% des phalènes sombres qu'il a relâchées ont survécu, contre à peine 26% des clairs. Et en zone non polluée, c'est l'inverse. 86% de survie pour les clairs et seulement 14% pour les sombres. Et les données sont vraiment sans appel. Ce graphique, là, il rend les résultats en zone polluée encore plus évidents. On voit d'un seul coup d'œil l'énorme avantage de survie pour la forme sombre. C'est exactement ça, la pression de sélection. C'est l'environnement, ici, la couleur des arbres, qui fait le tri. L'animal ne décide pas de changer, bien sûr. C'est juste que les mieux camouflés survivent et transmettent leurs gènes à la génération suivante. Et l'histoire est encore plus belle parce qu'elle ne s'arrête pas là. On peut se demander ce qui s'est passé après. Après 1950, l'Angleterre a commencé à voter des lois anti-pollution. Du coup, l'air est devenu plus propre et les troncs des arbres ont retrouvé leur couleur claire d'origine. Alors, d'après vous, que s'est-il passé pour les phalènes? Eh bien, l'avantage a changé de camp. La forme sombre est devenue trop visible et sa fréquence a chuté, tandis que la forme claire, de nouveau bien camouflée, a pu prospérer à nouveau. C'est un exemple incroyable de sélection naturelle observée en direct. Mais attention, il ne faut pas croire que tout dans l'évolution est une question d'adaptation. Il y a un deuxième moteur, beaucoup plus imprévisible, la dérive génétique. Et là, on oublie la logique de l'adaptation. On entre dans le domaine du pur hasard. La dérive génétique, c'est quoi? C'est quand la fréquence de certaines versions de gènes, les allèles, change de manière totalement aléatoire d'une génération à l'autre. Imaginez un sac avec 50 billes rouges et 50 billes bleues. Si vous en piochez une dizaine au hasard pour créer la génération suivante, il y a très peu de chances que vous tombiez sur pile 5 rouges et 5 bleus. Vous pourriez en tirer 7 rouges et 3 bleus, juste par hasard. Eh bien pour les gènes, c'est pareil. Prenons un exemple bien réel, le jaguar. Les activités humaines, comme la construction de routes ou de villes, coupent son territoire en morceaux. Une grande population de jaguars se retrouve alors divisée en plusieurs petits groupes, isolés les uns des autres. Et c'est là que la dérive génétique frappe le plus fort. Dans ces petits groupes, certains gènes, même s'ils ne sont pas désavantageux, peuvent disparaître complètement, ou au contraire devenir très fréquents, par simple malchance. Résultat, la population perd de sa diversité génétique. Pour que ce soit bien clair, comparons rapidement les deux. La sélection naturelle, elle, est dirigée. Elle pousse les populations à être mieux adaptées à leur environnement. La dérive, elle, est totalement aléatoire. Elle peut aller dans n'importe quelle direction. La sélection est prévisible, la dérive, non. Et le point vraiment crucial à retenir, c'est que la dérive génétique a un effet beaucoup plus puissant dans les petites populations. Ok, maintenant qu'on a nos deux moteurs, la sélection et la dérive, on va voir comment leur action combinée peut carrément mener à la naissance de toutes nouvelles espèces. Ce processus fascinant, ça s'appelle la spéciation. En général, le scénario se déroule en 3 grandes étapes.
D'abord, l'isolement, une barrière géographique, comme une chaîne de montagnes qui apparaît ou un fleuve qui change de cours, sépare une population en deux. Ensuite vient la divergence. Chaque groupe va évoluer de son côté, soumis à des pressions de sélection différentes et à sa propre dérive génétique. Et enfin, au bout d'un très long moment, une barrière reproductive se met en place. Les deux groupes ont tellement changé qu'ils ne peuvent plus se reproduire ensemble, même s'ils se rencontrent à nouveau. À ce moment précis, on peut dire qu'on a deux espèces distinctes. Pour illustrer ça, je vous présente un cas d'étude génial, les escargots du genre Satsuma. Chez ces escargots, la coquille peut s'enrouler dans deux sens différents. La grande majorité des individus ont une coquille qui s'enroule vers la droite, tandis qu'ils sont dextres. Mais il existe aussi des individus, beaucoup plus rares, dont la coquille s'enroule vers la gauche. On les appelle synestres. Et ce sens d'enroulement, ce n'est pas juste un détail esthétique, c'est une conséquence énorme sur leur vie. Regardez ce tableau. Deux escargots qui ont le même sens d'enroulement peuvent s'accoupler sans problème. Mais quand un dextre essaye de s'accoupler avec un sinistre, le taux de succès s'effondre à 3%. C'est presque impossible. Pourquoi ? C'est purement mécanique. Leurs appareils reproducteurs ne sont tout simplement plus alignés. C'est un exemple parfait de barrière reproductive physique. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'un prédateur va s'en mêler, le serpent Pareas iwasaki. Ce serpent a une particularité, sa mâchoire est asymétrique, ce qui le rend hyper efficace pour chasser les escargots dextres, qui sont les plus nombreux. Par contre, à cause de cette même mâchoire, il est quasiment incapable d'attraper et de manger les escargots sénestres. Du coup, dans les zones où vit ce serpent, être un escargot gaucher offre un avantage de survie gigantesque. C'est une pression de sélection énorme qui pousse les deux populations à se séparer encore plus. Bon, tout ça, ça peut sembler un peu théorique, mais il faut bien comprendre que ces mécanismes sont à l'œuvre en permanence tout autour de nous, et comprendre l'évolution, c'est devenu absolument essentiel pour affronter les grands défis actuels, notamment la protection des espèces. Prenons un autre exemple très parlant, les éléphants. Dans le parc de Luanga, en Zambie, le braconnage pour l'ivoire a exercé une sélection terrible. Les éléphants nés sans défense étaient moins visés par les braconniers, donc ils survivaient mieux. Résultat, leur proportion dans la population a explosé. C'est de la sélection naturelle. Maintenant, regardons le parc d'Ado, en Afrique du Sud. Là-bas, la population actuelle descend d'un tout petit groupe de 11 survivants. Par pur hasard, il y avait peut-être déjà une forte proportion d'éléphants sans défense dans ce petit groupe de départ. Et c'est donc la dérive génétique qui explique qu'ils soient si nombreux aujourd'hui. On a nos deux moteurs à l'œuvre dans le monde réel. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'évolution, ce n'est pas juste une histoire de dinosaures et de fossiles. C'est un processus dynamique qui se déroule en ce moment même. La diversité génétique d'une population, c'est en quelque sorte son carburant pour pouvoir s'adapter aux changements. Et comprendre ça, c'est vital pour prendre les bonnes décisions, pour protéger la biodiversité face au changement climatique, par exemple. Alors, pour résumer, l'évolution, on l'a vu, repose sur deux piliers. D'un côté, la sélection naturelle, qui adapte les espèces à leur milieu, et de l'autre, la dérive génétique, qui introduit une part de hasard dans l'équation. Quand une population se retrouve isolée, l'action de ces deux forces sur des milliers ou des millions d'années peut conduire à la création de nouvelles espèces. Et c'est comme ça que, petit à petit, des adaptations aussi incroyables et complexes que celles de notre chenille serpent du début ont pu voir le jour. On va terminer avec une question, une ouverture pour réfléchir. Aujourd'hui, les changements environnementaux liés à l'activité humaine sont extrêmement rapides, bien plus rapides que la plupart des changements naturels du passé. La capacité d'une espèce à faire face à ces changements dépend directement de sa diversité génétique, de ce fameux carburant de l'évolution. La vraie question pour l'avenir est donc celle-ci. Quelles espèces ont encore assez de ce carburant en stock pour s'adapter et lesquelles, malheureusement, risquent de ne pas y arriver ?